À première vue, le verbe ritualiser est très éloigné des pratiques artistiques, puisqu'il se situe au croisement de disciplines étrangères à l'art, comme la théologie ou l'anthropologie. Pourtant, on peut voir comment dans l'art moderne et dans l'art contemporain, soit tout au long du XXe siècle, les artistes se sont intéressés aux rituels, aux objets dotés de magie qui les accompagnent, et comment ils se sont parfois eux-mêmes livrés à de nouveaux rituels proprement plastiques. Au XXe siècle, le rituel est en effet devenu partie prenante de l'œuvre artistique, comme de son interprétation. Nous pourrions commencer cette histoire avec la déclaration tonitruante que fait le philosophe Nietzsche à la fin du XIXe. Dieu est mort. Cette formule retentissante dit bien à quel point la société s'émancipe alors des sphères religieuses. En se dégageant de la religion chrétienne et de ses représentations, les avant-gardes artistiques vont alors explorer d'autres cultures, d'autres religions et rencontrer d'autres formes de leurs manifestations, soit de nouveaux rituels. Un des exemples majeurs de cette ouverture à d'autres mondes est le mur de l'atelier d'André Breton, le chef de file du mouvement surréaliste, conservé par le Centre Pompidou. Ce mur est comme un temple intime, où des objets tribaux issus des mondes africains et océaniens se mélangent à des reliques médiévales ou encore à d'autres œuvres d'artistes surréalistes. Masques, totems, statuettes et poupées rituelles viennent désormais accompagner et inspirer les mouvements d'avant-garde. Au-delà du réservoir d'images que le mur lui permet d'accumuler, André Breton envisage sa collection comme une véritable opération magique, comme un authentique rituel de possession. Il cherche à acquérir le pouvoir des objets en les collectionnant. Sur cette base, de nombreux artistes vont insuffler à leur peinture un aspect rituel issu de la rencontre entre plusieurs traditions visuelles. Par exemple, l'artiste Vilfredo Lam, ami d'André Breton, de Picasso, mais aussi de l'ethnologue Claude Lévi-Strauss ou du poète martiniquais Aimé Césaire, pratique une sorte de métissage religieux et pictural. Né à Cuba, d'un père chinois et d'une mère hispano-africaine, émigré en Europe puis de retour au pays natal pour reprendre Césaire, il peint par exemple en 1944 un autel pour Yemaya, la déesse marine d'un culte africain, cubain et brésilien, exemple de synthèse entre son apprentissage parisien et sa redécouverte des mythologies traditionnelles cubaines. À la même époque, le peintre américain Jackson Pollock s'inspire quant à lui de la mythologie des Indiens Navajo. Également proche des surréalistes exilés aux États-Unis, il représente en 1943 une femme lune en train de danser. Dans cette représentation, située entre abstraction et figuration, on distingue effectivement une coiffe de plumes ou un poignard. Au-delà des motifs empruntés aux Indiens, Pollock se met bientôt à peindre pieds nus, la toile posée au sol, faisant de l'acte de peindre une véritable cérémonie gestuelle émanant du contact direct avec le sol. C'est l'apparition du fameux geste du dripping, coulure de peinture expressive obtenue par cette danse du sol. La peinture comme danse rituelle est également mise en action par le français Yves Klein. Dès la fin des années 50, ces anthropométries sont peintes par des corps féminins, des pinceaux vivants, selon l'artiste. Il règle soigneusement la chorégraphie de ces danseuses. Ces performances artistiques pouvaient prendre la forme d'un rituel très minuté, au son d'un orchestre, devant un public impérativement habillé en tenue de soirée. On retrouvera dans la séquence Focus une analyse plus détaillée de ces anthropométries. À partir des années 60, les artistes vont se livrer à de nombreuses performances ou happenings qui font du corps non seulement un médium artistique à part entière, mais aussi un lieu d'expérimentation à vocation rituelle.
C'est le cas, éminemment provocateur, des séances d'exorcisme menées par le mouvement des actionnistes viennois. Pendant 8 heures, Hermann Nietzsche, Otto Mühl et Rudolf Schwarzkogler recouvrent ainsi le corps d'un acteur d'éléments symboliques, d'aliments, de sang, mettant en scène les pulsions refoulées d'une Autriche encore profondément conservatrice. Et dans cette même capitale viennoise où Freud avait inventé et pratiqué la psychanalyse au début du siècle. Contrepoint féminin et féministe à ce rituel sanglant, la performance Midjoy de l'artiste américaine Caroline Schneemann élabore et filme un rituel féminin jouissif et sanglant. Cette fête initiatique célèbre la libération du corps féminin jusqu'à l'extase. I want evocation, space, a place between desire and experience. Le vaste mouvement d'art corporel, appelé aussi body art, qui se développe à la fin des années 60, constitue en France un nouveau tournant dans cette ritualisation de la pratique artistique. Difficile de ne pas évoquer dans ce contexte la messe pour un corps de Michel Journiac, ordonnée par l'artiste lui-même en 1975. Il s'agit d'une véritable messe profane au cours de laquelle l'artiste donne à manger au public des tranches de boudin fabriquées à partir de son propre sang, au cours d'un rite de passage vers un possible état de communion spirituelle. Quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut nos dimitibus demitoribus nostri. À travers ses performances actions, l'artiste devient le point de départ de mythologies personnelles. Ainsi, l'Allemand Joseph Beuys agit en chaman de l'art. En mai 1974, à New York, dans la galerie René Bloch, il se met en scène dans la performance I Like America and America Likes Me. Voulant guérir l'esprit occidental dans une Amérique déchirée par la guerre du Vietnam et par les contestations sociales, Beuys cohabite plusieurs jours avec un coyote sauvage, animal associé à la nature et évidemment aux Amérindiens. Le Musée national d'art moderne conserve une vaste installation permanente de Joseph Beuys, Plight. Il s'agit de son œuvre testamentaire. C'est un espace silencieux, au mur recouvert de feutre, chargé en odeur, qui se veut un véritable espace de transformation sensorielle pour le visiteur. Dans les années 90, les artistes de ce que l'on a appelé l'esthétique relationnelle proposent ainsi aux visiteurs de partager des moments de vie commune pour faire de l'espace d'exposition un lieu de sociabilité et de convivialité, à l'image des cooking corners de Rirkrit Tiravanija, simples objets de repas devenus sculptures minimales, posés dans un coin du musée et qui cherchent à y introduire des actions ordinaires et éphémères. À l'inverse, de nombreuses œuvres contemporaines proposent des rituels alternatifs aux musées et aux espaces traditionnels d'exposition. C'est le cas du rite de passage qu'opère la jeune artiste russe Taos Makhacheva, qui a filmé d'une montagne à l'autre le déplacement par un funambule de peintures emblématiques du musée du Daghestan, petite république musulmane du Caucase, aux confins de la Russie. Dans ce film, le musée s'émancipe de ses murs pour se déplacer dans un paysage. Les œuvres flottent à ciel ouvert, sous les pas hésitants du funambule, évoquant tout à la fois la fragilité du patrimoine culturel et les risques de sa disparition, et aussi la nécessité de perpétuer des gestes vivants de transmission. L'art prend ici la forme d'une méditation sur le temps et l'espace. L'artiste, non content d'être désormais le chaman de la société contemporaine, envisage le musée comme un espace de projection, d'émancipation, de transformation, où le visiteur passerait d'une montagne à l'autre, d'une représentation à l'autre, d'une époque à l'autre, selon un cheminement éminemment personnel.